Madame l'ingénieure générale, amiral, mesdames, messieurs. Donc, ces dernières années, la dynamique autour de l'exploration des fonds marins s'est accélérée avec notamment l'un des objectifs du plan France 2030, l'objectif 10, sur l'exploration des fonds marins, qui a pour but d'accroître la connaissance scientifique des grands fonds marins et consolider et développer le secteur de l'industrie française. À cela s'est ajoutée la publication par le ministère des Armées de la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins. C'est dans ce cadre que s'inscrit la journée des sciences navales de l'école navale, avec comme enjeu des enjeux techniques, des enjeux scientifiques et des enjeux stratégiques. Nous proposons dans un premier temps d'aborder les enjeux techniques et quels sont ces enjeux pour un acteur industriel comme Naval Group, autant sur la mise en œuvre que sur la maintenance. Pour cela, nous vous proposons d'accueillir Frédéric Vignal, qui est directeur développement, innovation, offre à Naval Group, et Stéphane Meunier, qui est directeur de marketing opérationnel chez Naval Group. Bien. Bonjour à tous. Donc on va attaquer dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps. D'ores et déjà, il faut avoir ça en tête, d'ores et déjà, la surface des océans est scrutée en permanence. Dans très peu de temps, il sera quasiment impossible de déplacer une unité de surface sans être suivi en continu, traqué, pisté et vulnérable. Plus que jamais, les espaces sous-marins, le monde sous-marin, s'affirment comme l'espace des opérations couvertes, des opérations secrètes, de l'effet de surprise, qui est comme un des principes de l'action militaire, et des stratégies de contournement. On imagine bien ce qu'on peut faire sous l'eau. Voilà. Et du coup, dans cet espace sous-marin, on peut aussi imaginer, c'est très concret, le fond comme un nouvel espace de conflictualité, vous l'avez tous en tête, à cause de ces enjeux de communication, la supériorité informationnelle, globalement, et d'énergie. Il y circule aussi beaucoup d'énergie. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Cela va nous guider de plus en plus vers les défis technico-opérationnels et les challenges techniques au cours de cette présentation. On parle d'un milieu vraiment opaque aux ondes électromagnétiques et à la lumière. Quelques millimètres de propagation, tout au plus, pour l'électromagnétique. Bon, ça dépend un peu des fréquences, mais on va considérer ça. Pour la lumière, quelques dizaines de mètres, même avec des phares très très puissants. Ça provoque des problèmes de communication, effectivement, et aussi des problèmes de positionnement. C'est pas si facile que ça aujourd'hui de se positionner sans GPS. Mais c'est aussi un milieu dans lequel seul le son se propage à peu près correctement. Ça pourrait être une solution, mais ce son se propage de manière anisotrope et complexe, ce qui fait qu'en maîtriser la discrétion reste quelque chose de quand même très difficile. Et dans les opérations militaires, ce qui nous intéresse un peu quand même ici, la discrétion reste un enjeu. C'est pas gagné. Ce milieu est aussi anaérobie. Pas de comburant, pas d'air pour respirer. Difficulté pour mettre en œuvre nos moteurs à explosion ou d'autres systèmes. Et c'est aussi forcément un milieu, en particulier quand on parle des grands fonds, un milieu qui est soumis à la pression, 1 bar tous les 10 mètres, 6000 mètres, 600 bars. Pour ceux qui ont fait de la plomberie le dimanche avec nos 3 bars de notre réseau urbain, on sait que l'étanchéité, c'est pas facile, donc avec 600 bars, c'est encore plus difficile. Alors plongeons un peu dans cet univers, parce que de quoi parle-t-on en fait, exactement. Voilà. On parle d'un univers qui est celui que vous avez sur le slide derrière moi, composé d'un plateau continental qui va jusqu'à 200 mètres. C'est un peu pour vous donner les noms. Le talus continental et le glacis continental qui poursuit cette chute jusqu'à 3000-4000 mètres. De plaines abyssales qui s'étendent de 4000 à 6000 mètres. Et puis de grandes fosses sous-marines qui peuvent aller jusqu'à 10-11 000 mètres. Dans ce milieu, il y a beaucoup d'activités, finalement, de l'activité civile et militaire,
en particulier sur les fonds, par exemple, de la pêche au chalut, de la pêche à la palangre, jusqu'à 1000 mètres. Des activités d'exploration, on peut aller jusqu'à 10 000 mètres. Des activités d'exploitation de pétrolifères, gazières, minières, 2000, 2500 mètres. Maintenant, on commence à aller même un peu plus profond, 3000 mètres. Et puis, évidemment, des enjeux de transport d'énergie, les pipelines, et de communication avec les grands réseaux de communication, de transfert d'informations intercontinentaux et transocéans. Mais il y a aussi beaucoup d'activités militaires, et c'est ce qui nous intéresse un peu aujourd'hui. Notamment, on y fait des opérations spéciales subaquatiques, pour se prendre un peu l'adversaire. C'est peut-être un peu proche des côtes, mais c'est des vraies opérations. On y fait des opérations de ce qu'on appelle le REA, du recueil de renseignements environnemental, pour préparer par exemple des opérations amphibies. On y fait aussi des opérations de guerre des mines. C'est très intéressant parce que les opérations de guerre des mines, aujourd'hui, que l'on peut pratiquer en gros jusqu'à 200 mètres de fond, commencent à s'étendre sur des zones très espacées et durer très longtemps, avec des systèmes opérés, on va dire, ce qu'on appelle en stand-off, donc déjà très, très automatisés et capables de faire des choses très, très complexes sous l'eau. Et puis, plus profond, on y fait des opérations de search and rescue. Si un avion s'écrase ou si un sous-marin se perd, il faut aller le chercher. Donc, par exemple, en France, on dispose d'un mini sous-marin de sauvetage avec nos camarades britanniques et norvégiens qui peut descendre jusqu'à 600 mètres, certainement beaucoup plus profond s'il fallait chercher des sous-mariniers posés sur le fond. Et puis, on est capable déjà d'aller chercher des boîtes noires ou des choses comme ça, mais avec quand même des moyens déjà très, très verticaux. Et puis, évidemment, on devrait être capable de faire des opérations d'exploration, de recherche ponctuelle, profonde, militaire, pour aller investiguer ou réparer des câbles ou des voies de communication, des circuits de communication. Le truc qui est un peu particulier, c'est que la topographie de ce fond n'est pas tout à fait celle que vous aviez à l'image précédente. Elle est plutôt comme ça, et vous voyez l'échelle verticale à gauche a changé. Et donc, voilà, il y a des grandes disparités. Et donc, le lieu où on fait des opérations aujourd'hui, civiles et militaires, la tranche 0-600 mètres, par exemple, où on peut considérer qu'on est assez à l'aise, ne couvre qu'en fait 10% de la surface totale des océans. Et la grande zone des plaines abyssales, qui est pour l'instant assez peu couverte, techniquement parlant, technologiquement parlant, 4000 à 6000 mètres, c'est 65% de la surface des océans. Et au-delà de ça, les fosses sous-marines ne couvrent que 3%. Il y a des fonds, en fait, qui n'existent quasiment pas. Les fonds entre 1000 et 2000 mètres couvrent à peine quelques pourcents de la surface des océans. On pourrait raisonner comme ça. Mais la réalité, c'est que, vu géographiquement, c'est vraiment encore plus compliqué parce que ce n'est pas écu réparti dans un océan. Il y a des océans profonds, des océans pas profonds, des dorsales médio-atlantiques qui remontent jusqu'à 200 mètres, même beaucoup moins. Quand on est sous-marinier, on connaît bien ça. Donc ce milieu est un peu particulier. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, finalement, après ce que je vous ai montré là, est probablement d'être capable de faire des opérations plus complexes, plus proches du fond, plus profonds, pendant plus longtemps, sur des zones, on peut espérer, plus opératives, un peu comme ce qu'on fait par petit fond aujourd'hui, 200 mètres, mais très très proche des fonds jusqu'à 6000 mètres. Ça peut être un peu ça l'enjeu. Et donc, avant de passer la parole à Frédéric, je voulais vous montrer ça. Voilà, on pourrait rêver de ça. Alors ça, c'est un petit robot humanoïde conçu à Stanford par une équipe dirigée par un professeur franco-américain. Et cette équipe est assez intéressante parce qu'elle comporte d'ailleurs beaucoup de polytechniciens. J'ai eu la chance de visiter ce laboratoire. Et ça, c'est un robot qui a été conçu pour plonger sur la Lune. Sur la Lune étant un galion qui a sombré au large de Toulon
Et donc ce robot a des capacités assez intéressantes. Vous voyez, il est humanoïde. Ils n'ont pas fait exprès de le faire humanoïde. Ils se sont rendus compte que pour être efficace, ce robot devait avoir cette forme-là. Et il a des capacités assez intéressantes d'autonomie réflexe, c'est-à-dire que c'est un plongeur qui se stabilise tout seul. Il palme tout seul. Alors il palme pas, mais enfin il se stabilise tout seul au-dessus d'un objet. C'est une capacité réflexe pour lui, on va dire. Et il a, par exemple, des préhenseurs, il a tout un tas de capacités, mais il a des préhenseurs haptiques capables de sentir si quelque chose est fragile ou solide. Comme il a été fait pour plonger sur la Lune, il est capable de faire la différence entre une poterie fragile sur laquelle il ne va pas tirer et il va creuser autour, ou un boulet de canon sur lequel il va forcer et il va l'arracher. Et ce robot est très intéressant, mais voilà, quand on regarde un peu plus dans le détail, alors je n'ai pas trouvé les images qui correspondaient, mais comme moi je l'ai vu, ce robot est relié par beaucoup de fils pour lui transmettre de l'énergie, pour gérer sa communication. Voilà, il n'est pas si libre que ça sous l'eau. Il est à capacité de durée limitée et il ne va pas si profond que ça parce que 90 mètres, la Lune est à 90 mètres, ce n'est pas un gros challenge. Et donc, l'enjeu industriel, technologique, les défis technico-opérationnels, c'est d'aller plus profond, plus longtemps, plus loin, d'être plus opérationnel, mieux en adéquation avec les missions, donc je pense qu'on en parlera bien après, d'être capable d'échanger plus d'informations avec la surface, avec ses chefs, et de disposer plus de moyens d'action. Le petit robot, il a sa pelle, là, pour faire des opérations militaires, il faut avoir beaucoup plus de moyens d'action, je pense sur lesquels on reviendra un peu après. Frédéric. Merci. Bonjour à tous. Stéphane a adressé 6 points majeurs, 6 enjeux. Moi, je vais en traiter que 3 parce que je suis moins courageux que lui. Et je vais essayer de faire une introduction à 3 leviers technologiques qu'on peut mettre en œuvre pour résoudre les conjectures opérationnelles qu'il a citées. Et la première, c'est effectivement plonger. La seconde, ça sera l'autonomie. La troisième, c'est communiquer. Alors, pour atteindre l'objectif d'immersion, qui sont des grandes immersions, quelques rappels, et là je m'adresse surtout aux étudiants. Vous avez, normalement, vous devriez reconnaître des choses que vous avez étudiées ces temps-ci dans vos écoles respectives. On a deux grandeurs absolument essentielles à considérer, qui sont la limite télécycle des matériaux qu'on veut utiliser sur un engin sous-marin et son module Young, sachant que on va toujours avoir un équilibre entre un design, une forme, un dessin, et le matériau qui va avec. Et l'un ne va pas sans l'autre. La deuxième chose, je vous dis comment je vais intéresser des têtes bien faites sur le principe d'Archimède. Le principe d'Archimède, il faut quand même le creuser en disant finalement, dès qu'on va atteindre des grands fonds spécialement, on va être rattrapé par la patrouille. Et notamment, on va toujours être trop lourd. Je ne connais pas un seul ingénieur qui ait été rattrapé par une patrouille disant ton objet est trop léger. On est toujours trop lourd, et spécialement si on veut résister aux grandes immersions. Donc les facteurs de mérite d'un engin sous-marin, c'est la limite élastique du matériau divisée par la masse volumique, c'est-à-dire le plus d'élasticité pour le moins de masse, et le plus de module Young pour le moins de masse. Voilà. Donc, indépendamment de ça, à la fin de la foire, il manquera toujours de la flottabilité et on va avoir tout le temps le besoin de matériaux de flottabilité. Finalement, c'est des bouées. C'est un matériau qui, pour 1 litre de déplacement d'eau de mer, pèse 700 grammes, ou 600 grammes dans le meilleur des cas. Un matériau composite. Alors, voilà, atteindre l'objectif d'immersion, du côté design, du côté des formes, c'est quoi ? Je vais vous dire tout de suite, ne lisez pas le slide. Vous voyez la structure qui a flambé catastrophiquement. Je préfère que vous regardiez ça. Voici une boisson non alcoolisée. Voilà, vous avez tous fait du flambement un jour sans le savoir. Et qu'est-ce qui gouverne le flambement, finalement ? C'est le module Young, c'est la pression critique de flambement, c'est aussi les défauts de forme. Et
plus la structure est grande, plus vous êtes soumis aux défauts de forme et vous êtes susceptible de flamber pour une structure grand fond. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à outils? Je vous ai dit design et matériaux. On a dans la boîte à outils plusieurs matériaux possibles. Les sous-marins militaires opérationnels, on utilise de l'acier à haute limite élasticité soudable. Mais quand on revient à mes facteurs de mérite, ça ne va jamais marcher. Hein, à 1000 mètres, 2000 mètres, ça va être trop compliqué. On va toujours être trop lourd. Ou alors, il faudrait ajouter d'immenses volumes de matériaux de flottabilité. Donc, on se rabat sur l'aluminium. L'aluminium, vous aurez finalement un facteur à peu près 3 sur mes facteurs de mérite, finalement. Sur le module Young, je veux dire, à la limite élastique. Donc, c'est moins bon, c'est moins costaud, mais c'est aussi beaucoup plus léger. Mais finalement, au-delà de 1000 mètres, pour des engins de taille raisonnable, ça ne fonctionnera pas non plus. Alors, les composites, vous allez me dire, les composites en construction navale est vraiment en train d'exploser depuis quelques dizaines d'années. Les fibres de carbone, c'est extrêmement résistant, mais la fibre de carbone toute seule, dès l'instant que vous faites une plaque, vous mettez du carbone dans une matrice, eh bien, vous retombez sur des modules Young et des limites élastiques qui sont pas bien meilleures que celles des matériaux métalliques, et en tout cas qui en plus ne sont pas isotropes. Donc il faut bien calculer son coût. Donc, celui qui tire son épingle du jeu, c'est le titane, parce que finalement le facteur de mérite module Young sur masse volumique, il n'est pas très différent de l'acier. Par contre, évidemment, la limite élastique sur la masse volumique, là, c'est très intéressant. Et ce n'est pas un hasard si le Nautile, dont je vais reparler, a été fait sur ces bases-là. Vous avez sur la vue qui est au milieu, là, une coupe d'un démonstrateur que nous avons fait. Vous voyez, dans des tailles raisonnables, 1 mètre de diamètre, on est en aluminium et on peut plonger à plusieurs centaines de mètres sans souci. Alors le Nautile, dans son petit nom d'origine, je crois qu'il y avait le chiffre 97, parce que, comme l'a dit Stéphane, il pouvait prétendre, avec ses 6 mm, à atteindre 97% de la surface des océans. Je crois que l'histoire dit ça, l'histoire navale dit ça, et vous voyez que c'est pas forcément rocket science, et c'est pas forcément très nouveau, mais c'était déjà vachement bien en 1985, hein, de ce point de vue. Alors, du point de vue de l'immersion, le Nautile, il est habité, donc nécessité d'avoir une coque qui englobe les principaux acteurs, et en particulier, ici, ces 2 hémisphères non soudés, donc une calotte sur une autre calotte, et aplexique. Alors, aplexique, c'est un joli mot qui est très intéressant au Scrabble. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un moment de flexion qui est nul sur toute la surface, c'est-à-dire que la structure, elle a pas de faiblesse, elle n'a pas envie de se gondoler spontanément sous la pression qui est autour d'elle. Donc la structure, c'est la plus jolie qui soit. Et bien sûr, on était déjà en alliage de titane. Voilà. Donc j'ajouterais que dès qu'on parle d'engin, effectivement, il y a tout ce qui va autour. Comme l'a dit Stéphane, soit il y a les fils, soit il y a un supply, etc. Et donc les modules qui servent à mettre ces engins à l'eau sont aussi importants que l'engin lui-même, parce que finalement ils sont dimensionnés par l'état de mer, par les conditions de mer, par d'autres facteurs. Voilà, la mer est partagée. Alors le deuxième sujet, c'est l'énergie. Je vais être plus rapide. Vous avez de la production d'énergie et de la consommation. Sur la production, il y a plein de sources qui sont citées ici. Je vais pas les citer toutes. Vous pouvez parler de piles, mais piles, c'est one shot. Et puis à la fin de la pile, la mission s'arrête. Vous pouvez avoir des générateurs thermiques, des batteries et aussi des piles à combustible. Je vais revenir sur la pile à combustible derrière. Et puis à côté de ça,
vous avez, pour avoir le maximum d'autonomie, pour des patrouilles d'un engin, je ne parle pas de mission ni de charge utile volontairement, vous avez intérêt à chasser le watt, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut avoir une propulsion absolument optimisée par rapport à la forme, et puis les consommateurs qui sont à bord, soit la charge utile elle-même, les calculateurs, etc., on va être très regardant pour évidemment économiser le moindre watt ou le moindre wattheure en particulier. Donc cet équilibre va dimensionner finalement ce que pourrait faire d'intéressant, comme disait Stéphane tout à l'heure, durer plus longtemps, plus loin. Et donc les ordres de grandeur, c'est quelques jours, quelques heures, quelques jours peut-être, et peut-être demain, quelques semaines. Voilà. Alors, en termes de batterie, deux façons d'avoir des batteries. Soit vous mettez votre batterie à l'intérieur de la coque et auquel cas, c'est sympathique parce que la coque vous amène de la flottabilité, mais vous prenez du bon volume sec à l'intérieur du sous-marin. Pour la batterie, il ne vous reste plus beaucoup de volume pour mettre des calculateurs ou du moteur, des convertisseurs, etc. Ou bien les batteries, vous les mettez à l'extérieur du véhicule, finalement, et chaque constituant doit se protéger vis-à-vis de la pression d'immersion, alors que c'est possible, mais à force de juxtaposer ces objets, vous vous retrouvez avec un ensemble d'équipements pesants, et il faut rajouter des matériaux de flottabilité dont on parlait tout à l'heure. Sur la génération d'énergie, un petit retour sur la pile à combustible. Bon, pour faire simple et en bon français de tous les jours, vous avez tous fait à l'école de l'électrolyse. La pile à combustible, c'est l'électrolyse à l'envers. Hein. Donc je fournis de l'oxygène, je fournis de l'hydrogène et je fais de l'eau. Bon, ça, c'est pas très intéressant, mais je fais de l'électricité. Alors, une fois qu'on a dit ça, des piles à combustible, il y en a plein aujourd'hui déjà dans la rue, hein, sur des véhicules terrestres, etc. Sur la spécificité des véhicules sous-marins, on a le sujet de est-ce que vous donnez à votre pile à combustible de l'oxygène ou vous lui donnez de l'air? La plupart des piles à combustible qu'on a autour de nous, elles fonctionnent avec de l'air, évidemment. Et puis, l'azote, on s'en fiche. Sur un véhicule de petite taille, si on prend une pile du commerce, il va falloir traiter l'azote et sans arrêt réinjecter l'azote pour que la pile croie qu'elle a affaire de l'air. Hein, et tout ça dans un petit volume. À l'issue de ça, vous avez des purges, des fluents, vous produisez de l'eau. Il faut pouvoir traiter ces objets-là sans équipage dans un petit volume. Donc c'est possible, hein, c'est possible, mais ça demande un soin particulier, encore une fois, en général, dans un petit volume. Alors, troisième point, c'est ce que j'ai appelé pudiquement le contrôle-commande. Comme disait Stéphane, milieu opaque, milieu difficile. Et ce qu'on veut faire malgré tout, ce qui marche le mieux, c'est vous, les marins, ce que vous faites à la mer. Hein, un équipage à bord qui prend les bonnes décisions, qui subit les aléas, qui les négocie, qui traite les avaries, etc. Idéalement, il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Et finalement, on va essayer, pour un engin grand fond, de reproduire ça d'une certaine façon, évidemment sans embarquer un équipage de sous-marins militaires. Voilà. Et donc, on va devoir automatiser les choses, mais automatiser, ça ne veut pas dire perdre le contrôle. Ça veut dire confier de l'autonomie tout en gardant, je dirais, la haute main sur la mission, quelle qu'elle soit. Donc, pour ceci, on a développé le concept d'autonomie décisionnelle contrôlée. Ça veut dire que finalement, on va faire deux choses. On va investir beaucoup sur la planification de la mission. Quelle est l'intention de la mission? Et confier à l'intelligence d'un drone, en l'occurrence, une mission bien précise, avec la finalité et beaucoup de flexibilité autour pour pouvoir résoudre le sujet et atteindre ses objectifs. Donc, planification de mission, préparation de mission. On veut récupérer l'objet à la fin, hein, et donc ça veut dire qu'il navigue en sécurité pour lui, pour les autres, et en autonomie.
Et pour tout ça, à la différence des drones terrestres de surface, on n'a pas la communication hertzienne en permanence. Finalement, un drone aérien, vous pouvez dire, c'est la prolongation du bras armé du pilote du drone. Là, on communique de temps en temps, et la communication acoustique, par exemple, c'est très bas débit. Donc, il faut confier nécessairement de l'autonomie au drone, tout en sachant ce qu'il fait, en ayant confiance dans ce qu'il fait. Donc, pour ceci, on a finalement ce besoin d'une autonomie décisionnelle contrôlée qui agit à l'intérieur du drone, c'est l'intelligence du drone, mais dans le cadre d'une tactique et d'une politique d'emploi, avec à bord un hyperviseur, ce qu'on appelle un hyperviseur, qui va vérifier qu'en tout temps, en tout lieu, indépendamment des petites flexibilités qu'on a données au drone, et en fonction des aléas qu'il aura à subir, dans les fonds marins, il y a des endroits où il y a des courants très violents, très profonds. Ben, cet hyperviseur, il va vérifier que la doctrine reste appliquée et que, toute chose égale par ailleurs, on ne sort pas du domaine d'emploi prévu. Et à terre ou à bord d'une frégate ou d'un bateau qui va travailler avec le drone, on va avoir un jumeau numérique qui permet à tout instant de comprendre ce que fait le drone. Et finalement, c'est un peu comme en navigation qui va entretenir l'estime. Tant qu'on n'a pas de dialogue avec le drone, on va interpoler, extrapoler ce qu'il fait. Et quand on communique avec le drone, en l'occurrence, on va pouvoir recaler la navigation, mais recaler aussi l'ensemble des missions, des signaux que le drone a accumulés, échanger avec lui soit une nouvelle mission, soit récupérer les données qu'il a rassemblées. Donc voilà le principe. Cette communication discontinue, elle amène des besoins particuliers, et on est assez confiant dans ce système-là. Voilà. Voilà, donc du coup, on espère qu'à travers ces points que l'on a soulevés aujourd'hui, vous allez pouvoir, au cours des prochaines présentations et au fil de la journée, pouvoir raccrocher les missions, les principes opérationnels que l'on va essayer, je pense, de développer au cours de la journée, à ces contraintes, on va dire, industrielles ou d'élaboration des objets et des vecteurs dont la France aura probablement besoin ces prochaines années pour développer cette stratégie. Donc il faut que vous ayez tous en tête à tout moment qu'on a des gros problèmes avec l'immersion, des gros challenges avec l'énergie et des enjeux avec cette autonomie décisionnelle qui va vous permettre d'opérer des vecteurs dans le futur autonomes sur des longs espaces dans la profondeur et dans la durée. Et donc c'est ça un peu l'idée. Je pense qu'il nous reste peut-être quelques minutes pour des questions. Donc si vous en avez, c'est le moment. Sinon, moi, je pourrais vous en poser. C'est bon ? Fantastique. Merci beaucoup donc, pour votre information. J'ai une question. Donc, vous avez évoqué l'enjeu concernant les voies de communication sous l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui Naval Group ou d'autres firmes françaises ou internationales développent des études pour pallier le faible débit de la communication par voie acoustique avec peut-être des hypothèses comme l'émission continue, avec des sources disjointes, etc. Alors déjà, avant de passer la parole à Frédéric, j'avais hier une réunion à Ballard avec la DGA pour travailler autour justement de ces affaires d'augmentation des débits des communications acoustiques et les rendre plus discrètes. Oui, alors c'est un sujet que l'on regarde de près parce qu'effectivement, celui qui a essayé le téléphone sous-marin, il se souvient du très pauvre débit et de la lenteur du téléphone sous-marin. Bien sûr, on va regarder ça. Il y a un enjeu de furtivité. Après, si on veut être efficace sur des durées significatives, on aura toujours besoin, je pense, de savoir confier de l'autonomie au drone, de façon à pouvoir, je dirais,
pallier à tout ce qui peut se produire sous l'eau. Vous pouvez perdre la communication, vous pouvez ne pas être en situation de l'employer, fût-elle vraiment efficace. Donc je pense qu'il faut adresser les deux sujets en parallèle. Mais oui, on y travaille. Mais d'un autre côté, comme le dit Frédéric, j'ai écouté l'autre jour à la télévision le reportage sur le sauvetage de la Minerve, et un ingénieur disait que sous l'eau, on était très vite plus isolé que si on fait une mission sur la Lune, et ça restera toujours un peu comme ça, quand même. Contre-amiral, deuxième section, Le Vosges, promotion 1957. Dans les grands fonds, il y a déjà pas mal d'habitants. Est-ce que vous tenez compte du mimétisme de ces habitants pour s'adapter effectivement aux grands fonds? Alors, très concrètement et très factuellement, oui pour les sous-marins, qui sont dans l'intermilieu, oui. Et d'ailleurs, des petites présentations à l'extérieur, vous pourrez voir un peu ce sur quoi on travaille pour réduire la vulnérabilité, la détection, gérer l'énergie, la manœuvrabilité, tout ça, oui. Beaucoup moins aujourd'hui sur ce qui se passe sur le fond concrètement, physiquement. Nous, on n'a pas beaucoup travaillé à ça. Voilà. Après, je ne sais pas trop ce que fait l'industrie pétrolière pour le déploiement de ces champs. Il y a des petites casemates, par exemple, pour abriter les ROV qui opèrent sur les champs pétrolifères de type Dahlia, par exemple, dans le golfe de Guinée, qui ressemblent beaucoup à des coquilles de mollusques dans lesquelles viennent s'abriter les drones et dans lesquelles ils baignent dans un liquide, on va dire, un peu amniotique pour les protéger du reste de l'agressivité du milieu. Mais Naval Group, l'industrie, on va dire, de défense navale, aujourd'hui, sur ce fond, ne fait pas grand-chose, mais le reste, entre les deux, oui, évidemment. Alors, moi, j'avais une question, si quelqu'un peut y répondre un peu. On a parlé de ce problème de pesée et de principe d'Archimède. Ça vous ramène peut-être à la base. Et on a parlé de matériaux de flottabilité. Est-ce que quelqu'un a une idée? Là, il y avait une image, on a une image, on peut peut-être y revenir un peu rapidement, du sous-marin ou du véhicule le plus profond aujourd'hui, qui s'appelle le Deep Sea Challenger, qui est descendu, on ne sait pas trop, à 10 ou 10 500, 11 000 mètres. Est-ce que quelqu'un a une idée du pourcentage de matériaux de flottabilité à l'intérieur d'un véhicule comme ça, qui fait une dizaine de mètres de haut? Combien, dans son volume, il nous faut de mousse syntactique, ça s'appelle comme ça, une espèce d'alliage de billes de verre et de résine, pour rendre le truc viable? Non. 70%. Voilà. Pour une sphère abritant les éléments essentiels, le cœur du véhicule, qui fait 2 mètres de diamètre, moins de 2 mètres de diamètre. Voilà. Le reste, c'est 70% de mousse syntactique, faite spécialement pour cette mission, avec un taux de flottabilité de 0,7 et un pourcentage de compressibilité très faible. Donc, c'est pas négligeable, par exemple, ces matériaux de flottabilité. Voilà, je pense que... c'est une autre question. Oui, bonjour, capitaine de vaisseau Cazenave de l'état-major des armées. Dans les défis que vous avez présentés, vous n'avez pas parlé du positionnement sous l'eau. Est-ce que vous considérez que globalement, il n'y a pas de défi, ou est-ce que c'est différent de ce qu'on fait déjà avec les sous-marins? Alors, ça justifie une conférence à part entière, je pense. Je dirais, on a choisi d'adresser, j'ai choisi d'adresser trois leviers principaux. Le positionnement, je dirais à court terme, les centrales, par exemple, ça a fait d'énormes progrès en termes de précision et de miniaturisation. Après, il y a bien d'autres moyens de recalage que vous connaissez. Je dirais que ce n'est pas forcément le plus compliqué, quoique il se passe des choses. Encore une fois, vous pouvez avoir des zones où il y a des courants très violents qui font que le drone, s'il navigue seulement à quelques nœuds,
il va avoir des sautes de navigation qui vont être probablement difficiles à gérer. Et d'où d'ailleurs l'intérêt de lui conférer une autonomie pour qu'il s'auto-débrouille avec ça. Et ça justifie une conférence à part entière, c'est un sujet passionnant. Je pense qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de briques disponibles pour aller assez loin dans le domaine. Voilà, et dans le domaine militaire, si on veut faire des opérations sur un théâtre sous-marin identifié, il reste toujours des moyens un peu palliatifs pour une instrumentalisation du fond, on va dire, localement ou sur un théâtre pour pouvoir repositionner quelques objets. Un autre mot que je vais juste vous citer comme ça, pseudolithe, si quelqu'un veut chercher quelque part. On imagine avec ça la capacité de se repositionner localement. Vous irez chercher ça sur Google si ça vous intéresse. Dans les challenges, il y a le positionnement, et il y en a un autre qui a été cité rapidement, c'est ce qu'on appelle les LARS, c'est aussi un acronyme un peu bizarre, Launch and Recovery System. C'est la mise à l'eau de ces objets par mer 5, 6, c'est un gros challenge technique. Il n'est pas sûr qu'on sache encore vraiment complètement faire tous ces trucs-là. Enfin, en tout cas, ça nous occupe beaucoup avec l'état-major de la marine sur des sujets beaucoup plus simples que celles de ces gros objets qui peuvent faire plusieurs dizaines de tonnes. Aspirant Barbier de Préaudo, merci beaucoup pour votre conférence. Ma question, vous avez dit du coup qu'il y avait 70% de mousse pour la flottabilité dans le sous-marin qui est monté à 10 500 mètres de profondeur. Comment est-ce que c'est possible d'envisager, d'un point de vue opérationnel, si on a besoin de remplir à 70% de cette mousse pour aller aussi profondément, comment est-ce qu'on peut envisager des opérations militaires de cette manière? Là, volontairement, on n'a pas abordé la question de la charge utile. Et la charge utile, vous pouvez avoir des charges utiles extrêmement denses ou des charges utiles plus complexes. Aujourd'hui, si vous prenez une torpille, par exemple, une torpille, la section qui est dédiée à la partie explosive, elle n'est pas si grande que ça dans le volume total de la torpille. Et donc, tout ne marche pas à la règle de 3, mais vous pouvez très bien envisager de satisfaire de ne pas vous faire rattraper par la patrouille de M. Archimède et d'avoir suffisamment de matériaux de flottabilité quand même, en réservant une part importante de votre budget de masse, finalement, à votre charge utile. C'est ça qui va gouverner, l'équilibre. Vous avez un budget de masse et un budget de volume. Et vous êtes rattrapé d'abord par le budget de volume, souvent, et de toute façon, à la fin, par le budget de masse. Donc, si vous le prévoyez très tôt dans le projet, vous pouvez, avec 10, 15, 20% du véhicule consacré à la charge utile, il n'y a rien d'impossible. Hein. Il faut le prévoir à la base du projet. Mais c'est une très bonne question parce que c'est vraiment ce qu'on voulait vous faire ressortir, c'est que rien que ce problème simple du principe d'Archimède, c'est un truc itératif et c'est un vrai savoir-faire. Il y a beaucoup de pays qui tentent de faire des objets comme ce qu'on veut faire et qui n'y arrivent pas à cause de ça. C'est compliqué. Et donc quand vous faites un premier projet, s'il boucle tout de suite, c'est que ce n'est pas un bon projet. C'est ce que ça veut dire. C'est très itératif. Bien, merci pour les interventions.